خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 5 octobre 2024, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, a donc réalisé sa première interview de son deuxième mandat présidentiel. C'est la première interview qui inaugure, si vous voulez, ou c'est l'interview inaugurale avec laquelle il lance son deuxième mandat présidentiel. Hier, le 5 octobre 2024, Abdelmajid Tebboune a rencontré deux représentants de la presse algérienne avec lesquels il s'est entretenu pour aborder plusieurs thèmes de l'actualité nationale et internationale. Hier, le 5 octobre 2024, surtout Abdelmajid Tebboune a marqué une rupture totale dans le traitement dans l'attitude et dans la politique qu'il menait à l'égard de la France. Rappelez-vous, depuis son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune, surtout après son hospitalisation en Allemagne, son retour de cette hospitalisation en février 2021, il avait un bon rapport avec la France, notamment avec Emmanuel Macron. Tebboune et Emmanuel Macron de 2021, 2022, 2023, en dépit des multiples crises franco-algériennes, mais Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune ont toujours essayé de construire un rapport de confiance, d'amitié, de bienveillance de l'un à l'égard de l'autre. D'ailleurs, Abdelmajid Tebboune critique rarement Macron, et quand il critique la France, il parle de lobby anti-algérien, de nostalgie de l'Algérie française, de certains partis politiques de l'extrême droite, mais il ne cite pas Emmanuel Macron. D'ailleurs, hier, le 5 octobre 2024, il a toujours refusé de citer Macron, de critiquer Emmanuel Macron, de changer ou de s'en prendre à Emmanuel Macron. Sauf que, auparavant, il essayait en tout cas de nous faire croire ou d'expliquer à l'opinion publique algérienne qu'il, lui, en tant que président algérien, il essaie de construire d'un rapport égal à égal avec la France et d'arracher à la France des compromis importants et de reconstruire les relations algéro-françaises sur le principe de gagnant-gagnant et sur le principe que la France doit maintenant respecter l'Algérie en tant que partenaire à part entière, un partenaire qu'elle doit respecter, qu'elle doit consulter, avec lequel elle doit se concerter pour prendre certaines décisions sur des dossiers d'enjeux majeurs pour les deux pays, comme le dossier de la mémoire, le dossier de la mémoire et la gestion de la mémoire commune à l'Algérie et à la France à cause de la colonisation française en Algérie, ou les questions migratoires, ou certaines questions géopolitiques comme le Sahel, le Sahara occidental, la Libye et tout ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen. Mais hier, Abdelmajid Tebboune a rompu avec cette tradition de bienveillance à l'égard de la France, avec sa politique de bienveillance, avec sa politique de main tendue à l'égard de la France. Elle a été extrêmement critique. D'ailleurs, il a annoncé officiellement la fin, l'annulation de son projet tant attendu, un projet qui était au cours des négociations avec Paris depuis 2022. C'est le projet de sa visite d'État à Paris et en France. Depuis 2022, à la suite de la venue d'Emmanuel Macron en Algérie, à Alger-Oran, en août 2022, le président algérien Abdelmajid Tebboune devait aller à Paris et se rendre dans des sites historiques importants, la Grande Mosquée de Paris, aller à Amboise, le château de la Loire, où avait été gardé comme prisonnier, où avait séjourné en tant que prisonnier politique l'émir Abdelkader, et parler, signer un certain nombre d'accords avec Paris, Emmanuel Macron, pour tourner la page des tensions avec la France et pour appliquer enfin la fameuse déclaration d'Alger qui a été signée à la fin du séjour d'Emmanuel Macron à Alger en août 2022, à savoir la déclaration d'un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Tebboune n'ira pas en France. Et pour ne pas aller en France, il a expliqué les raisons, mais il a surtout utilisé une métaphore historique. Avant d'annoncer l'annulation de sa visite d'État en France, il a dénoncé l'emprise, la montée au pouvoir de l'extrême droite française, il a dénoncé les partis politiques, les mouvements politiques, les décideurs français qui veulent remettre en cause l'accord migratoire de décembre 1968 entre l'Algérie et la France. Il a demandé à ce que la France nettoie les sites nucléaires qui sont restés pollués à cause de la dizaine de sites nucléaires, de décès nucléaires qui ont été effectués par la France sur le territoire algérien. Il a demandé la vérité historique, il a parlé de génocide qui a été commis par la colonisation française en Algérie. Il a été extrêmement dur à l'égard de la France, alors qu'auparavant, il se contentait de certaines critiques visant l'extrême droite, ou les nostalgiques de l'Algérie française, ou les lobbies anti-algériens, mais il se montrait conciliant et bienveillant, encore une fois, à l'égard d'Emmanuel Macron, ou à l'égard d'autres formations politiques françaises. Ça n'a pas été le cas demain, et ça n'a pas été le cas hier, le 5 octobre 2024. Et pour clôturer son intervention sur la France, lorsqu'un journaliste lui a dit « Mais Monsieur le Président, est-ce que votre projet de visite d'État en France est maintenu ?» Il a dit « Nous n'irons pas à Canossa ».
Et la majorité des Algériens et des Algériens n'ont pas compris ce que ça veut dire Canossa. D'ailleurs, la presse algérienne, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu les multiples articles, traitements qui a été accordé par la presse algérienne à cette interview présidentielle, n'ont pas expliqué ce que c'est que Canossa. Et beaucoup de nos compatriotes m'ont écrit, moi, aujourd'hui, pour me dire, Abdou, mais de quoi il parlait Abdelmajid Tebboune? Qu'est-ce que ça veut dire Canossa? Canossa Ejma, c'est une expression. C'est une expression politique, mais à la fois une expression historique. Nesma Yarfouch, c'est quoi Canossa? Canossa, c'est une ville en Italie. Elle est située en Italie et elle est liée à une expression qui est devenue célèbre, qui a été prononcée par le grand réunificateur de l'Allemagne, le chancelier allemand Bismarck. C'est lui qui a, si vous voulez, réunifié l'Allemagne au XIXe siècle et qui a permis à l'Allemagne de redevenir un empire unifié, un royaume, un empire, une puissance unifiée, alors qu'elle était auparavant divisée en plusieurs régions, la Westphalie, la Rhénanie, la Bavière, la Prusse. On parlait de la Prusse avant, jusqu'à 1870, 1871, etc. Ensuite, il y avait l'Allemagne qui a été réunifiée, grâce notamment aux efforts de Bismarck, qui a recréé l'Allemagne, qui a permis à l'Allemagne de redevenir un pays uni. C'est lui qui avait prononcé cette fameuse phrase, « Je n'irai pas » ou la « Nous n'irons pas à Canossa ». Canossa, c'est quoi? Canossa, c'est une ville en Italie qui a été le théâtre d'un épisode historique extrêmement important dans l'histoire européenne. Et que le fait que Tebboune utilise cette phrase et cette métaphore historique, ça prouve que quand même Tebboune n'est pas vraiment un culte, il a un peu de culture historique, ce qui me rassure moi personnellement. Sauf que je pense qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa lecture, parce que le Canara, jusqu'au bout de la lecture Théâtre Canossa, il verrait que il va voir que, comment dirais-je, il va voir que à la fin de l'histoire, la véritable histoire de Canossa, c'est que, parce que Canossa, ne pas aller à Canossa, c'est un synonyme de refuser une humiliation, de ne pas se plier à une humiliation. On ne veut pas de l'humiliation. C'est pour ça que la majorité des personnalités politiques utilisent cette expression, parce que Bismarck, quand il a utilisé au 19e siècle, c'était tout simplement pour expliquer que à l'époque, l'Allemagne avait un conflit avec l'Église catholique. Il a dit, nous n'irons pas à Canossa. Pourquoi Canossa? Pourquoi cette expression? En 1077, ça remonte à très longtemps. En 1077, il y a pratiquement au Moyen-Âge, il y avait l'Allemagne à l'époque n'existait pas, on parlait de Saint-Germain, l'Empire, le Saint-Empire germanique, ou le Saint-Empire romain de la Germanie, ou là on l'appelait le Saint-Empire germain. Voilà. À l'époque, cet empire, il couvrait les territoires de l'Allemagne actuelle, de l'Autriche, de la Suisse, de tout le nord de l'Italie, d'une partie de l'Europe centrale et d'une partie de la France et de la Belgique actuelle et de la Hollande. C'était un empire qui a existé pendant plusieurs siècles en Europe occidentale et on l'appelait l'Empire de Saint-Germain, le Saint-Empire, qui est donc des Germains parce que c'était des tribus germaniques. Et en 1077, il y avait un roi à l'époque, il y a un pape à l'époque aussi, qui était en conflit. Le roi Alex, c'est le roi germanique Henri IV, et le pape à l'époque, c'était le pape Grégoire VII. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il y avait une tradition. Il y avait une véritable tradition qui consistait à ce que les papes soient nommés par les rois, par les nobles. Par les nobles. Et à l'époque de l'Empire de Saint-Germain, ou là l'Empire germanique, donc c'était les empereurs qui nommaient les papes. Le pape Grégoire VII, il a décidé de faire dissidence, yani de ne pas appliquer cette tradition. Il a voulu, au contraire, il s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Voilà, le plus exactement là. L'appellation officielle de cet État qui avait existé, il a existé jusqu'à 1806. Voilà, de 962 jusqu'à 1806. Je cherchais la véritable, parce que les historiens qui l'appellent l'Empire germain, le Saint-Empire germain, enfin c'est le Saint-Empire romain germanique. C'est la terminologie usuelle et historique qu'on pourrait utiliser pour désigner cet État. Le Saint-Empire romain germanique. Donc, l'empereur Henri IV, Grégoire VII,
il a refusé son pouvoir. Le pape, il a dit, moi je suis le pape, je suis la voix de Dieu sur terre, je suis plus puissant qu'un roi parce que je représente le pouvoir de Dieu, etc. Il a décidé de ne pas subir, de ne pas dépendre et d'organiser l'Église catholique sans avoir à subir ou là à se mettre sous l'égide ou là à se soumettre à l'autorité de l'empereur. Il y a eu un gros problème, Binethom, et Henri IV, il a été ensuite excommunié par le pape Grégoire VII. Excommunié, ça veut dire à l'époque, les papes, ils avaient un pouvoir. Quand quelqu'un, ou là une figure, ou là une personnalité, ou là un groupe d'individus, ou là un simple individu s'opposait au pouvoir de la papeté, ou là au pouvoir du pape, ou là il dérangeait l'église, ou là il luttait, ou là il s'opposait à l'église, ou là à son pouvoir, et ben il était excommunié. Excommunié, ça veut dire que tu es exclu de toute la communauté. Tu es exclu de la société. La communauté des chrétiens catholiques ne doit plus traiter avec toi, ni te donner à manger, ni faire du commerce avec toi, ni te permettre de te marier, ni te permettre de t'intégrer à la société. Bon, à l'époque, Henri IV, il avait des problèmes dans son empire, le Saint-Empire romain germanique. Il y avait un problème ben Henri IV et les autres seigneurs, c'est-à-dire les autres nobles, qui n'acceptaient pas qu'il y avait des disputes qui se sont disputés avec lui sur certains privilèges, sur certains avantages. Il y avait une lutte de clans, comme on a en Algérie, la guerre des clans, fausse l'Empire à l'époque. Donc, les seigneurs allemands, ils ont profité de ce problème entre Henri IV et Grégoire VII pour se rebeller, pour reprendre leurs terres, leurs propriétés, pour contester pour contester le pouvoir de cet empereur et pour le changer, pour le dégager, lui faire un coup d'état en quelque sorte et le remplacer par un nouveau roi. Qu'est-ce qu'il fait Henri IV pour sauver sa tête? Il trouve une solution. Il imagine une idée. Il entend parler que Grégoire VII est en Italie, chez une dame qui est une noble, qui a un château à Canossa. Canossa, c'est une ville en Italie. Alors, il va se rendre en Italie pour demander pardon au pape. Il va jusqu'en Italie pour demander pardon au pape, pour que le pape, si le pape lui pardonne, il ne va plus jamais être excommunié. Et c'est comme ça qu'Henri IV va essayer de sauver son pouvoir impérial, puisque si le pape lui pardonne, les autres seigneurs allemands qui le contestaient, les églises, etc., ne pourront pas contester sa légitimité. Donc il va à Canossa, mais il reste 3 jours dehors, devant le château. Devant le château où se trouvait à l'époque le pape Grégoire VII. En restant à l'extérieur, il faisait froid, il était même pieds nus dans la neige. Les historiens racontent à l'époque qu'il était pieds nus dans la neige. Et il attendait donc devant ce château à ce que le pape Grégoire VII accepte de l'accueillir et de lui pardonner. Voilà. Le pape, au bout de 3 jours, ça se fait pas, voilà, ils sont venus le voir, ils ont dit voilà, monseigneur, c'est pas possible, c'est quand même l'empereur, il est dehors depuis 3 jours, pieds nus dans la neige, il est sincère. Chez les chrétiens, on parle de pénitence, c'est-à-dire quelqu'un il doit faire pénitence, il regrette ses actes, il est prêt à présenter ses excuses, à regretter, il peut subir un châtiment, etc. Il veut se faire pardonner sa faute. Donc Grégoire VII a été contraint de pardonner à Henri IV. Et c'est comme ça qu'Henri IV de l'Empire, de Saint-Empire germanique, et c'est comme ça qu'il a sauvé sa tête, il a sauvé sa couronne, en quelque sorte, il a sauvé son trône. Sauf que plus tard, et c'est pour ça qu'il faut lire l'histoire, Henri IV plus tard, il va se retourner contre le pape, il va pactiser, il va récupérer son pouvoir, il va refaire de nouvelles alliances, et c'est lui qui va faire un coup d'état à Grégoire VII et le remplacer par un autre pape, qui est beaucoup plus conciliant et qui accepte l'autorité de l'empereur au lieu de faire de rebelles, au lieu d'imposer lui-même son propre pouvoir au nom de Dieu. C'est ça l'histoire de Canossa. Donc Canossa a illustré en 1077 cette querelle entre un empereur et un pape. Et depuis, elle a été reprise par le chancelier allemand Bismarck pour dire que je ne serai pas comme Henri IV, je ne vais pas aller me rabaisser, m'agenouiller et m'humilier devant un pape ou là devant un dignitaire religieux. C'est pour ça ensuite qu'on a créé l'expression « je n'irai pas à Canossa ». Donc Canossa n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec l'histoire de France, c'est une histoire proprement européenne qui concerne une querelle entre un pape et un roi. Et l'image, c'est une métaphore, elle est devenue dans le langage populaire, dans le langage politique même, elle est devenue une expression métaphorique qui illustre le refus de subir une humiliation. Donc, à travers cette métaphore, Abdelmajid Tebboune il veut nous expliquer qu'il refuse d'aller à Paris
Parce que s'il va à Paris dans le contexte politique actuel des relations algéro-françaises, il se sentira humilié ou il sera humilié par la France et lui, il refuse d'être le président algérien qui sera humilié par la France. Donc aujourd'hui, après avoir tissé de bonnes relations avec Emmanuel Macron, après avoir tenu des propos assez conciliants avec la France, après avoir tenté de construire un partenariat utile et renouvelé avec la France, après avoir ouvert, accueilli royalement Emmanuel Macron en août 2022 à Alger à Oran, et ben le régime Tebboune change totalement de position, d'attitude à l'égard de la France. Et aujourd'hui, le projet d'une visite de Tebboune à Paris, il est même vécu comme étant une posture d'humiliation, une posture dans laquelle Tebboune va se sentir humilié. C'est quand même un retournement de situation extraordinaire. Tout ça à cause de quoi? Pourquoi Tebboune se sent humilié d'un coup d'aller à Paris en France? Qu'est-ce qu'il n'a pas obtenu de la part de la France ou qu'est-ce que la France lui a fait pour qu'il se sente humilié? Est-ce que c'est à cause de la remontée d'extrême droite? Non. Est-ce que c'est à cause de la gestion des problèmes migratoires entre les deux pays? Non. Est-ce que c'est à cause de la remise en cause de l'accord migratoire de décembre 1968? Non. C'est à cause tout simplement le Maroc et le Sahara occidental. Et à cause du Maroc, et à cause du soutien français au plan d'autonomie marocain dans le Sahara occidental, et depuis que le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron et la France, donc l'État français, a adressé par le biais de son président Emmanuel Macron une lettre officielle au roi du Maroc, Mohamed VI, dans laquelle la France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, depuis ce jour-là, les relations franco-algériennes se sont totalement détériorées et nous sommes dans une phase critique parce qu'elles sont pratiquement gelées, puisqu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis cette date-là. Et on vous a bien appris, juste hier, on a fait une émission là-dessus, avant même l'interview d'Abdelmajid Tebboune, le 18 septembre dernier, Abdelmajid Tebboune a signé un décret qui met fin définitivement aux fonctions de celui qui était ambassadeur d'Algérie à Paris, Saïd Moussi. Il ne pourra plus jamais revenir. C'est-à-dire, celui qui avait occupé les fonctions d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis septembre 2022 n'est plus autorisé à revenir à Paris, ne pourra plus jamais revenir à Paris, puisqu'on a mis fin à sa carrière d'ambassadeur. Donc maintenant, l'Algérie doit trouver un nouvel ambassadeur qui doit demander ses accréditations auprès des autorités françaises pour qu'il puisse regagner son poste à Paris. Ça peut durer plusieurs mois, on l'a expliqué hier, c'est le même scénario qui a eu lieu en 2022, en mars 2022, fin mars 2022, avec l'Espagne où l'Algérie, elle a mis 20 mois pour nommer un nouvel ambassadeur à Madrid. Donc, Abdelmajid Tebboune considère, à travers sa métaphore de Canossa, et à travers les messages codés qu'il envoie à la France et aux dirigeants français à travers l'usage de cette métaphore de Canossa, qu'il se sent humilié, qu'il n'accepte pas d'être humilié, qu'il refuse d'être humilié en allant à Paris. Et qu'il soit devenu pour lui une humiliation d'aller à Paris parce que la France maintenant soutient la reconnaissance marocaine de ce territoire du Sahara occidental. D'ailleurs, il a abordé ce point, il a même accusé la France d'avoir elle-même inventé cette option du plan d'autonomie et c'est elle qui a soufflé cette idée aux autorités marocaines. Donc, parce que la France est complice du Maroc, elle est complice avec le Maroc, parce qu'elle est l'alliée du Maroc, parce qu'elle a choisi le camp du Maroc au détriment de l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental, il serait donc humiliant pour le président algérien d'aller ou de se rendre à Paris. Et c'est là où la question maintenant se pose, et c'est là où un autre débat, on pourrait le lancer. Est-ce que le Sahara occidental devrait justifier un sentiment d'humiliation chez les dirigeants algériens? Est-ce qu'il est normal qu'à cause d'une position, la France n'a jamais caché son soutien d'ailleurs pour le plan d'autonomie marocain, à la seule différence qu'elle le considérait avant le 30 juillet 2024 comme l'une des bases de solution pour ce conflit, elle a fait comme l'Espagne, elle considère aujourd'hui que c'est la seule base possible pour régler ce conflit. Ou il a dit que c'est haram alayhum, il a dit haram à la France, il ne sait pas bien ce que la France a fait en tant qu'un pays membre du Conseil de sécurité, elle n'aurait pas dû soutenir le plan d'autonomie marocain qui est contraire aux revendications de l'Algérie, à la position officielle de l'État algérien qui, lui, soutient l'indépendance du Sahara occidental à travers le mouvement du Polisario. Il y a plusieurs contradictions dans l'attitude de M. Tebboune, il y a une radicalité. Ce n'est pas très gentil. Ah, pardonnez-moi, c'est moi, le téléphone qui a parlé, c'est pas moi qui ai dit ça, vous êtes gentil. Je dirais qu'il y a une radicalité extrêmement inquiétante dans l'attitude de M. Tebboune. Plusieurs pays soutiennent le Maroc. Les États-Unis d'Amérique sont aussi membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont reconnu carrément la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Est-ce que Abdelmajid Tebboune, quand il a serré la main à Joe Biden lors du sommet du G7 en juin 2024 en Italie, est-ce qu'il s'est senti humilié pour autant? Pourquoi l'Algérie ne rappelle pas donc son ambassadeur à Washington
et ne remet pas en cause ses relations avec Washington et les États-Unis d'Amérique, puisque Washington et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance universelle, et c'est la première puissance mondiale qui a reconnu tout simplement la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, alors que l'ONU officiellement n'a pas encore tranché sur cette question, et elle classe le Sahara occidental comme un territoire sous décolonisation. Pourquoi cette radicalité à l'égard de la France, alors que contre les États-Unis d'Amérique, le régime algérien n'a absolument rien fait? Ça pose souvent des questions. J'ai l'impression, et on va en parler tout à l'heure dans une autre émission, parce que j'aimerais que vous puissiez digérer toutes les informations que nous vous évoquons, il y a un rapport maladif. Les dirigeants algériens pensent que la France leur doit, elle doit les consulter au niveau de sa politique étrangère, parce que la France a colonisé l'Algérie, donc elle doit traiter toujours favorablement l'Algérie, qu'elle doit accorder un traitement de faveur à l'Algérie, et que pour eux, les dirigeants algériens, la France est toujours le centre du monde. On a beau leur expliquer qu'il y a d'autres pays plus importants qui soutiennent le Maroc, non. Et on ne se dispute pas avec les autres pays, on se dispute avec la France. Il n'y a que la France qui compte pour eux, parce que la France, pour eux, c'est le centre de gravité. Il y a une dépendance affective, intellectuelle, culturelle et politique. Si la France ne soutient pas le régime algérien ne se sentira pas bien. Si elle pratique à son égard une politique très hostile, eh ben, il sera déstabilisé, il ne se sentira pas très bien. Si la France n'accorde pas de l'intérêt à l'Algérie, le régime algérien ne se sentira pas très bien. En fait, on a besoin de savoir et de sentir que la France, elle est à nos côtés. Si la France n'est pas à nos côtés, un dirigeant algérien ne peut pas bien dormir. Et cette obsession autour de la France, elle s'explique par des complexes historiques, mais aussi par des nécessités politiques. Le régime algérien sait très bien que son premier protecteur, la grande puissance, la seule grande puissance qui a intérêt à ce que le régime algérien ne chute pas, et que l'Algérie ne soit pas instable, et que l'Algérie ne soit pas dans une posture d'insécurité ou ne subissent pas une crise d'instabilité ou une crise d'insécurité, c'est la France. Comme la France aura un impact migratoire direct et qu'il y a une grande communauté algérienne sur le territoire français, la France se sent aussi impliquée dans le jeu politique interne de l'Algérie. En fait, cette relation, on a l'impression que la relation entre la France et l'Algérie sont incestueuses. On a l'impression que c'est la relation entre un père et une fille, ou là une fille et un père, ou là une mère et un garçon. C'est extrêmement psychanalytique, mais aussi très complexe. Et je pense que là, Tebboune a démontré encore une fois qu'il y a, que le monde, pour le régime algérien, le centre du monde, c'est Paris. Et là, pour approfondir encore l'analyse, je vous propose de patienter encore et de nous consacrer du temps pour suivre notre émission que nous allons vous préparer dans les jours à venir.